Bonjour, c'est Marc Proulx, toujours à la COPS, 44e édition de la COPS. On est le 1er avril 2026. C'est le matin, presque la fin de l'avant-midi. On enregistre des épisodes. Je suis avec la gang de Balado Pédago, comme d'habitude. Notre 3e présence ici, c'est toujours fantastique. Ce matin, je suis assisté à des ateliers de formation, des conférences et on passe du bon temps à la COPS quand même. Et là, en plus, je suis très chanceux parce que j'ai une invitée. Mais j'avais oublié de vous dire quand même, il faut que je vous le dise. Mon balado, la pédagogie du cœur, la 5e saison cette année, c'est présenté par Cybercap. Il ne faut pas que j'oublie de les nommer. Oh, wow. Ils sont très gentils de contribuer comme ça à me permettre de diffuser puis de rejoindre plus de gens. Alors, je les en remercie beaucoup. Et là, maintenant, j'accueille mon invité. Vous avez entendu sa voix. Vous allez reconnaître peut-être un petit bruit caractéristique. C'est Stéphanie Dionne. Allô, Stéphanie. Salut! Comment ça va? Ça va très bien. Contente d'être ici à ce grand rassemblement de crinqués, de pédagogues branchés sur leur cœur. C'est toujours le fun, hein? Moi, c'est drôle, hein? J'ai été plus qu'une dizaine d'années sans venir à la COPS. Oh. Parce que j'ai été prof pendant une quinzaine d'années. Après ça, je suis devenu directeur pendant 5 ans. La première année, j'étais venu comme directeur. Puis après ça, je n'arrivais plus à trouver le temps, à me permettre de prendre le temps de venir. Puis là, j'ai été 5 ans sans venir. Puis là, après ça, je continuais à aller à des ateliers de formation à différents endroits. Puis ça, puis la COPS, je n'étais pas revenu. Puis bon, il y a 4 ans, j'ai dit, je vais revenir, mais là, j'étais venu juste comme spectateur. Je ne présentais rien. Puis là, je croisais des gens qui me disaient, mais toi, dans le temps, tu présentais des ateliers? Ouais, non, là, je viens juste voir. Puis là, c'est ma 3e année que j'ai recommencé à présenter des trucs puis à rencontrer du monde. Puis c'est tellement merveilleux, ces ambiances-là. Moi, j'arrive pas à croire les gens qui sont pas là. Je comprends pas les gens qui sont pas là parce que les gens qui sont là, c'est tellement dynamique. Il y a tellement une volonté de partager, de jaser. Oui. Puis je suis allée te déranger dans ton atelier l'année passée pour t'encourager avec mes maracas à ta demande. Effectivement. Il a fallu que je le dise aux participants pour dire je suis pas venue ici pour vous déranger, je suis venue ici pour l'encourager. Je t'avais mis au défi. Je t'avais pas dit il faut que tu viennes. Et je t'avais dit t'es pas game. Et effectivement, elle est venue. Oui, tout à fait. Stéphanie, évidemment, là, on te connaît, tu es à l'école branchée. Oui. Tu te définis comme une facilitatrice à l'ère du numérique. Oui. Mais mettons là, que vite, là, si tu me parles de ton rôle à l'école branchée, parce qu'après ça, je veux plonger dans un autre sujet, mais parle-moi un peu de l'école branchée, ce que vous faites, de ce que tu es à l'école branchée. Oui, bien, l'école branchée, c'est l'allié de tous les acteurs du milieu de l'éducation qui permet de découvrir finalement des pratiques, des idées, des projets, des organismes, des concours, des événements qui permettent de bonifier finalement les pratiques puis enrichir l'expérience d'apprentissage des jeunes dans les classes. Donc, moi, j'ai le bonheur d'être directrice au développement, puis particulièrement, j'ai du flair pour les acteurs du milieu de l'éducation. C'est vrai, parce que tu as recruté beaucoup de beau monde autour de toi, effectivement. Oui, que j'aime appeler nos rockstars édus pour leur lancer l'invitation de partager ce qu'ils font chez nous. Puis honnêtement, tu sais, on vient m'en donner du feedback régulièrement, puis ça a de l'impact, ça crée des liens, ça fait connaître les gens, découvrir les approches. Fait que ça, c'est mon bonheur. Fait que je suis aussi responsable de l'expérience des membres de l'école branchée, à les orienter vers les différentes ressources qui peuvent les aider. Si on parle d'intelligence artificielle, si on parle de comment on peut utiliser mieux le numérique en français, je les mène vers différentes éditions de la revue, vers différentes activités à réaliser et formations qu'on propose. Tu sais, des fois, on a même tendance à oublier qu'à la base, l'école branchée, c'était une revue. Oui. C'est toujours une revue. Oui. Il y a plein d'articles qui sont disponibles. C'est vraiment de la documentation qui est fouillée, qui est bien faite. Oui. Moi, j'ai toujours plaisir à plonger là-dedans puis à faire « OK, c'est vrai, là, j'ai pas lu ce numéro-là, là, faut que je passe à travers. » là. Puis aller fouiller ça, aller regarder. Il y a vraiment beaucoup d'informations qui sont là. Puis des fois, on n'a pas le temps de se renseigner assez sur tous ces sujets-là. Et là, il y a quelqu'un qui l'a fait pour nous autres et c'est quelqu'un qui nous ressemble un peu. Tu sais, c'est quelqu'un qui a soit une expérience de conseiller pédagogique, soit une expérience de prof.
et qui, avec son regard, fouille une question puis nous en parle. C'est super éclairant, là. Exactement, sous différents formats, des entrevues, de l'écrit. Puis là, j'ai envie de te dire qu'on fait ça depuis 30 ans. Cette année, c'est notre anniversaire. Vas-y avec les maracas. C'est moi qui brasse les maracas. 30 ans quand même, hein? J'aime ça! Bravo! 30 ans, puis même à regarder les anciennes éditions qui ont été réalisées, tout est encore ultra pertinent aujourd'hui. Oui. Donc, c'est vrai, c'est vulgarisé, c'est concret. Et ben on a des auteurs qui, tu le dis, sont des acteurs du réseau. Donc, tout le monde s'y reconnaît, là. Absolument. Et d'ailleurs, c'est ça qui m'a amené à t'inviter. Mais évidemment, j'aurais pu trouver plein d'autres raisons pour t'inviter, pour parler au balado, sur mon balado, mais je suis tombé sur un article, là, je pense que j'ai vu ça passer sur un réseau social ou l'autre, là, et je suis tombé sur l'article qui s'appelait « Vers une saine gestion des écrans à la maison, un premier programme évalué ». J'ai fait « Hein? Gestion des écrans à la maison. » Il y a quelqu'un qui a pensé à s'occuper de ça. Oui. Parce qu'on est tanné d'entendre dire il faut diminuer le temps d'écran à l'école, c'est le temps d'écran qui est problématique. Exact. Je veux dire, à l'école, oui, il faut pas... Je suis 100% d'accord là, pour dire qu'il faut réfléchir puis que le temps d'écran qu'on prend, il faut que ce soit du temps d'écran qui a une raison d'être. Intentionnel, pédagogique, mais ça, c'est comme tout le reste, là. Oui. Tu sais, toutes les tâches que je fais avec mes élèves, je leur demande pas d'ouvrir une page dans un cahier puis de faire 3 numéros si ça sert à rien. Si c'est pas collé à l'intention. Il faut, normalement, comme prof, comme pédagogue, là, on devrait toujours avoir en tête pourquoi on fait ça, et c'est vrai pour les écrans. Puis j'ai tendance à croire que la plupart des gens qui utilisent l'écran en classe à différents moments, bien, ils ont pensé. Puis il y a une raison pourquoi ils font ça. Il reste quand même, Marc, il faut se le rappeler, de sortir de la dynamique de... Puis là, je vais essayer de t'en parler toujours parce que j'aime inspirer la relation de coéducation à travers tous les enjeux, puis particulièrement celui sur l'utilisation des technologies. Puis moi, c'est ce que j'ai la chance de faire, de voir les pratiques extraordinaires de nos acteurs du milieu de l'éducation. Mais je suis aussi maman, puis je suis aussi une professionnelle de la clinique Mana qui accompagne les parents vers une saine gestion des écrans. Et là, je me dis, il faut faire ensemble, puis il faut se rappeler tout le monde de sortir de cette dynamique de récompense, de sortir de la dynamique aussi d'acheter ou de donner ou d'offrir du temps. Il faut rester intentionnel du deux côtés de l'école et de la maison. C'est certain. Puis apprendre à avoir une communication pour développer une culture commune de c'est quoi ces usages-là qui nous permet vraiment de bénéficier de la plus-value du numérique plutôt que de, on va dire, je vais le dire comme ça, sombrer dans tout ce qui peut être là pour capter notre attention puis nous permettre de passer beaucoup trop de temps. Puis on le sait, là, puis on pourrait en parler pendant 1 heure. Là. On le sait qu'il y a plein d'outils. Bon, les réseaux sociaux, c'est un exemple, là, mais il y a plein de plateformes, il y a plein de jeux qui ont été conçus, là, puis c'est su, c'est connu, c'est documenté. Il y a des recherches qui en font la démonstration. Ces patentes-là existent pour nous voler du temps. Tu sais, ces patentes-là sont là pour faire en sorte de nous capter, nous prendre notre temps de façon intentionnelle. Yes. Donc, si on n'a pas pris conscience de ça, puis si on ne fait pas attention, bien, on peut s'enfarger. Puis comme prof, bien, quand je dirige mes élèves quelque part, il faut que j'aille penser à ça. Je n'ai pas le choix d'avoir réalisé ça. Exact. Puis c'est ça. Fait que sortir de cette dynamique de récompense-là, qu'on soit enseignant, qu'on soit au service de garde, qu'on soit parent à la maison, qu'on soit grands-parents et qu'on garde les petits-enfants, ça, je trouve que c'est un gros morceau, puis il faut apprendre à le nommer puis à en parler. Puis s'orienter vers les bons usages. Mais là, le programme d'études, t'es curieux, t'as envie de savoir qu'est-ce qui a été fait, là. Parce que, de ce que je comprends, là, vous êtes parti d'une étude qui avait été menée par Mélissa Généreux, dans laquelle elle évoque qu'il y a 1 jeune sur 4 qui a un usage à risque des écrans. Quand tu as entendu ça, est-ce que c'était surprenant positivement? Est-ce que c'était surprenant négativement? Est-ce que tu t'es dit, ah, OK, il n'y en a rien qu'1 sur 4 que c'est problématique, ou tu t'es dit, oh, 1 sur 4, c'est beaucoup de monde? Bien, moi, j'ai trouvé que c'était énorme parce que les jeunes qui ont des usages à risque ou problématiques des écrans, bien, ça triple la probabilité qu'ils aient une faible qualité de vie. Et ça, pour moi, c'est dramatique. Ce qu'on veut,
c'est valoriser les saines habitudes de vie. On veut valoriser les habitudes qui nous mènent vers un bien-être, une qualité de vie. Fait que ça se crée à travers les routines qu'on met en place. Puis nos usages du numérique viennent teinter ça. Aujourd'hui, je dis, on ne peut pas parler de bien-être sans parler de gestion des écrans. Aujourd'hui, pour moi, qu'on soit adulte ou enfant, puis c'est ce que j'aime dans le timing d'aujourd'hui, on fait toute partie de cette même expérience et réalité-là ensemble. Donc, quand Dr Mélissa Généreux a ressorti cette statistique-là, puis c'est la même encore aujourd'hui parce qu'ils viennent de réaliser la 3e grande étude sur le bien-être des familles, mais je me suis dit, OK, il faut vraiment apprendre à en parler puis amener une dynamique différente, sortir de « je peux pas en parler parce que c'est trop conflictuel avec mes enfants, mais je sais qu'il faut que je fasse quelque chose, mais c'est trop douloureux d'aborder cette question-là que je l'évite ». Mais là, ce qu'on veut, c'est favoriser leur bien-être et on ne peut pas passer à côté de donner une place saine dans notre vie, là. Et moi ce qui m'intéressait beaucoup, ce qui m'interpellait comme parent, comme prof, comme pédagogue, puis comme personne qui réfléchit à la société dans laquelle on vit puis vers où on s'en va, c'était de me dire, OK, là, c'est pas juste à l'école qu'on va parler de ça, puis on va pas juste pointer du doigt ce qui se passe en classe. Tu sais, là, c'est super. Là. Moi, je suis 100% d'accord avec l'idée qui a été mise de l'avant d'enlever les téléphones cellulaires à l'école. Là, ça me va. Ouais. La manière dont ça a été fait, on pourra en reparler, mais je suis tout à fait d'accord pour dire que le téléphone cellulaire, c'est pas une bonne idée que l'élève ait accès à ça en tout temps à l'école. Puis d'un corridor, là, en tout cas, moi, je vois, là, moi, comme prof sur le terrain, je les vois, mes élèves, jaser entre eux autres pendant une pause, être assis, puis placoter, puis ça, je trouve que ça fait du bien. Mais là, est-ce qu'on peut parler d'une fois qu'ils sont partis, puis qu'ils le ramassent, puis qu'ils sortent? Oui, l'affaire, là, honnêtement, là, ça, c'est une situation vraiment intéressante parce que c'est un premier pas, mais il faut mettre des choses en place à travers ça. Donc, il faut les amener à s'occuper à travers le milieu scolaire dans leur temps de pause. Il faut qu'il se passe quelque chose pendant l'heure du dîner. Là. Puis aujourd'hui, il y a, selon encore cette grande étude-là sur le bien-être des familles, 87 % des parents sont d'accord puis approuvent. Ce qu'on sait, par contre, c'est que ça n'agit pas, cette mesure-là n'agit pas sur les usages à risque ou problématiques. Donc, il faut vraiment travailler en collaboration ensemble. Et à la maison, ben tu sais, ça n'a pas réduit l'espace, temps et usage des écrans. Ça n'a pas transformé cette réalité-là. Donc, d'où, pour moi, l'importance et même l'urgence de s'y intéresser. Et ce que j'ai proposé à Dr Mélissa Généreux, c'est de quelle manière est-ce qu'on peut commencer à partager une expertise commune qui met en lumière les conditions gagnantes pour que on puisse avoir cet effet souhaité-là sur l'utilisation des écrans des jeunes. Et donc, on a mis en place les conditions, c'est dit, OK, on va recruter une dizaine de familles, puis on va les embarquer sur une période de 2 à 3 mois pour qu'ils puissent vivre tranquillement un accompagnement qui leur permet de transformer leurs habitudes ensemble. Puis j'ai pas voulu le faire avec les parents ou avec les enfants, mais j'ai voulu le faire ensemble. Avec les familles. Et respecter la dynamique, finalement, de ces familles-là qui étaient motivées. Il faut être motivé, premièrement, pour vivre une transformation comme ça. Il faut être intéressé à la question. Et donc, je les ai rencontrés de différentes manières. Là. Je leur ai donné une capsule qui leur donnait la posture, la vision à installer là, pour s'apprêter à vivre ces transformations-là. J'ai rencontré les parents ensemble, les jeunes 9-12 et les 13-17. Okay. Pour les jeunes, c'était surtout l'intention de leur permettre de nommer c'est quoi les usages qui sont trop, c'est quoi les usages qui sont bons, qu'est-ce qu'ils en font, qui disent ça, tu sais, moi, je veux pas qu'on m'enlève ça, la communication avec les amis, moi, je reçois mes pratiques de hockey là-dessus. Oui. Et là, après ça, ils peuvent se questionner avec les parents. Qu'est-ce que le bon médium, un réseau social de jeunes? Parce qu'après, on sait ce qu'ils font quand ils l'ont vu. Est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait un groupe sur Messenger pour se partager ça? Il n'y aurait pas un autre chemin à prendre? Exact. Fait qu'il y a des questionnements à amener, mais c'est ça qui est le fun, c'est qu'à travers, dans le fond, l'accompagnement que je leur ai proposé, il y avait cette étape de dialogue constructif nécessaire. Mais juste avant, pour amorcer la transformation, j'ai développé une technique à force d'accompagner les jeunes, puis aussi dans mon quotidien, qui permet d'avoir cette intention réfléchie puis équilibrée de notre usage des écrans. Puis c'est simple. Puis les gens ont dit, les parents ont dit, il y a eu un avant puis il y a eu un après. Oh, ça, c'est super. C'est hot. Puis il y a un ado qui a dit,
Ouais, la technique du GPS, finalement, tu sais, ça m'aide à moins down-scroller, puis tu sais, à mieux choisir ce que je vais en faire. C'est 3 questions, as-tu le goût que je te le dise? C'est ça, c'était une de mes questions, puis là, tu me passes la POC sur la palette. Peux-tu nous parler de la technique du GPS, Ben Stéphanie? oui. Puis là, tu sais, il faut dire que GPS, on sait ce que c'est, ça nous guide d'un point à l'autre, mais j'ai voulu donner du sens à GPS pour les parents, puis pour moi... Est-ce que tu me permets d'ajouter, là, je vais faire de la métacognition autour. Vas-y. Là. Tu sais que quand tu fais ça, tu utilises ce que Danny Beaulieu a créé avec un autre psychologue américain, ça s'appelle une technique d'impact. Tu prends un objet du quotidien et c'est un objet qu'on connaît, un GPS. Tu sais, on a une relation à ça, on sait ce que c'est un outil qu'on connaît. Il y a même une relation entre le sens de cet objet-là dans la vie puis le sens que tu lui donnes. Puis là, ben, tu prends les lettres GPS puis t'en fais quelque chose. C'est de la magie, là. J'aime de la magie. Ça, moi aussi. Mais donc, GPS, pour moi, c'est devenu gestionnaire de projets à succès. Puis là, je l'amène aux parents en disant, c'est ça qu'on veut que nos enfants deviennent, mais c'est ça qu'on veut aussi être, un gestionnaire de projets à succès. Puis là, je leur dis, gestionnaire, là, c'est parce qu'on veut qu'ils prennent des décisions. Le projet, je dis là, clairement, c'est eux, c'est leur vie, c'est ça le projet. Puis à succès, c'est parce qu'on veut qu'ils réussissent, on veut qu'ils atteignent leurs objectifs, mais on veut les amener à réfléchir aussi à c'est quoi leur objectif, qu'est-ce qu'ils veulent améliorer dans leur vie. Puis comme ça, on peut les guider avec leur volonté, tu sais, d'aller vers cette direction-là. Donc, là, je leur ai dit, mais chaque fois qu'ils utilisent leurs écrans, mais là, on va leur poser 3 questions qui vont nous permettre de savoir c'est quoi leur intention, c'est quoi qu'ils voulaient faire. Fait que, tu sais, là, tu commences en leur disant... Bien, il vient demander, est-ce que je peux utiliser l'iPad ou est-ce que je peux aller sur l'ordi ou la console de jeux vidéo? Là, tu dis, OK, qu'est-ce que tu veux faire? Donc là, tu comprends c'est quoi son usage réfléchi. C'est pas juste, je vais ouvrir YouTube, je vais checker la première vidéo qui est là, puis là, je vais continuer comme ça, ou je vais aller sur les réseaux sociaux, puis je vais juste regarder le contenu. Tu sais, il faut qu'il y ait une intention, un objectif. OK, maintenant que tu as identifié ça, combien de temps ou jusqu'à quand tu t'accordes cette utilisation-là ou cette activité-là? Tu le réfléchis au départ. Tu lui fixes toi-même un cadre. Oui, mais puis même que plus tu l'amènes à se fixer ce cadre-là, et toi, comme parent, tu peux lui dire oui, ça fonctionne ou non, ou tu peux l'aider à l'ajuster. Puis la dernière question, c'est la plus importante parce que tellement de jeunes que j'avais en consultation, tu disaient c'est dur parce que je sais fermer mon écran, c'est dur parce que je ne sais pas quoi faire d'autre. Puis ça, c'est partagé. Même les adultes vont le dire peut-être autrement, mais je ne sais pas quoi faire d'autre. Fait que la 3e question vient contrer cet effet-là en lui demandant qu'est-ce que tu veux faire après? Pour avoir cette étape de transition-là, d'avoir déjà une vision de ce que tu vas aller faire après. Puis, tu sais, honnêtement, voulez-vous que je vous conte une anecdote drôle? Bien, vas-y. Ben, je sais pas si c'est drôle, mais moi, je trouve ça cocasse, en fait. C'est que j'ai pour avoir cette question-là, puis présenter la technique, j'ai d'abord demandé à mon fils, mon plus jeune, quand il avait 9 ans, « Toi, c'est quoi qui t'aide à fermer, tu sais, ton écran? » Parce que je trouvais qu'il était vraiment bon. Puis je me suis dit, tu sais, on va aller chercher les stratégies de nos jeunes. Il dit, moi, pour m'aider à fermer, là, dis-moi qu'est-ce qu'on fait après. N'importe quoi. Puis c'est sûr que, tu sais, ça va m'aider. Puis là, j'ai dit, ah ouais, il a raison, tu sais. Il sait qu'il va se préparer pour aller à sa pratique de soccer. Il sait qu'il faut qu'il aille à l'école. Il sait que ça... Il se planifie, puis il va le faire. Puis là, je me dis, OK, mais là, on va leur demander, c'est quoi la prochaine activité, tu sais? Puis là, ça amène les jeunes à revoir un peu, c'est quoi mes centres d'intérêt, c'est comment je peux m'occuper, qu'est-ce que je vais aller faire après. Puis là, bien, ils ont quand même découvert que ça peut pas être une tâche toujours plate à aller faire après, parce que là, ça me donnera pas le goût de fermer. Parce que là, tu vas avoir envie d'étirer un peu l'élastique. Ah, il faut que j'aille faire le lave-vaisselle après, tu sais. Ouf! Mais si, tu sais, si quand même tu te dis, bien, je vais aller faire ça, ça va me distraire, je fais ça pendant 30 minutes, puis après, je fais le lave-vaisselle, ça devient comme un peu ma chaîne. Ça peut devenir une bonne chaîne. Oui, un petit échappatoire de quelques minutes. Exact. Mais après ça, je sais que je vais reprendre ce que je devais faire. Mais il faut qu'il y ait quelque chose de prévu par la suite. Fait que ça, c'est la technique la plus efficace pour lancer un changement d'utilisation qui est souvent extensionné dans le temps, puis que là, commence à devenir problématique parce que ça empêche d'investir du temps dans des activités plus de qualité, puis à développer justement l'autorégulation des émotions, la créativité, tu sais, tout ça là, qui est très riche, puis qu'on a fini par négliger au détriment de passer du temps sur les écrans. Bien, puis parce que il faut qu'on se regarde dans le miroir aussi, nous, comme parents. Tu
sais, il reste que c'est facilitant à certaines occasions de dire prends l'iPad Ouais. parce que pendant ce temps-là, moi, j'ai autre chose que je suis en train de gérer, puis je veux pas gérer ta mauvaise humeur, je veux pas gérer ton impatience, je veux pas. Fait que nous autres aussi, on a quelque chose à réfléchir à travers ça. Yes. Et là, je pense que de nous ramener collectivement à se dire OK, là, attends un peu. Là. Ouais. Est-ce qu'on peut prendre d'autres habitudes? Est-ce qu'on peut se donner un autre chemin? Ça Puis peut pas être que ça. Oui, puis je me souviens dans l'article, entre autres, il était question de ça, là, mais tu sais, je peux pas travailler sur mon jeune à l'utilisation du temps d'écran, puis qu'à toutes les fois que lui, il me voit, je suis scotché à des applications, puis je suis en train de scroller. Là, ça fonctionne pas. Là. Il faut que, on dit, il faut que les bottines suivent les babines. Donc là, à un moment donné, peut-être que nous autres aussi, on a besoin du même GPS. Là. OK, qu'est-ce que je m'en vais faire là-dessus? Puis après ça, combien de temps je vais passer là? Puis c'est quoi qui est prévu après? Là? Fait que c'est pour ça que la technique, elle est géniale parce que tout le monde, on peut s'identifier, on peut la mettre en pratique. Puis je trouve ça encore plus génial quand, comme parents, on a vécu ce processus-là de transformer nous-mêmes nos habitudes pour vivre, savoir ce que vivent aussi nos enfants qui ont eu cette habitude-là d'aller vers les écrans. Puis il y a une jeune fille, je pense, dans mes jeunes, là, 9 ans, qui a dit à un moment donné en consultation, c'est parce que là, j'ai l'impression d'être la seule qui fait des efforts. Ah, oui. Ça a aidé à prendre une prise de conscience familiale par rapport au pas qu'ils voulaient franchir ensemble. Fait que c'était vraiment, vraiment génial. Fait que la technique, elle a amorcé la transformation. Le dialogue constructif est amené à voir les situations autrement à travers ce qui était vécu dans la famille. Puis l'objectif après, dans la dernière rencontre, c'était de créer sa charte. À quoi on adhère tout le monde maintenant? C'est quoi la place constructive? OK, il y avait un aboutissement qui allait jusque-là. Qui allait jusque-là dans la troisième rencontre. Et on voulait savoir les 3 à 5 règles auxquelles tout le monde allait adhérer et qui, idéalement, encadraient les situations les plus problématiques. Oui. C'est celles qui revenaient souvent. Moi, j'appelle ça les situations irritantes et répétitives. C'est celle-là là, que tu te dis, bien, voyons donc que je vis encore ça. Donc là, avec la charte familiale, ça venait dire, OK, voici nos bases, voici ce qu'on a entendu. Puis là, je leur disais, mais après ça, la partie commence. J'ai dit, là, vous avez défini vos règles du jeu. Maintenant qu'on a fait des règlements, il faut jouer avec les règlements. Là, maintenant, il faut jouer avec les règlements. Fait que là, j'ai amené tout le monde à dire, bon, mais ça va être quoi vos méthodes de vous flaguer? Là, c'est qui arbitre? Qui arbitre? Bien, c'est de l'auto-arbitrage. Il faut que ce soit de l'auto-arbitrage ou de l'arbitrage partagé. Et puis, ben là, je les invitais selon un peu leur mode. Est-ce que c'est des sportifs? Est-ce que, à se mettre des codes ensemble pour en parler. Et c'est là que l'équipe de Dr. Mélissa Généreux, après cette dernière étape-là, qui est venue leur faire vivre un questionnaire personnalisé. Donc, les parents ensemble et les jeunes individuellement. Pour aller plus qualitativement dans l'expérience. Oui. Et tous les participants avaient répondu à un questionnaire avant et après pour avoir des données plus quantitatives. Est-ce qu'il y a des choses qui vont avoir changé ou pas? Et honnêtement, on a eu des résultats très Oui, bien écoute, je voyais les chiffres, là, c'est assez impressionnant. Là, c'est du 80 quelques %. Bien, les usages sains sont passés de 25 à 83 et les usages problématiques de 17 à 0, donc ils sont complètement disparus. Fait que, tu sais, là, on sait qu'on est en mesure d'agir à travers des transformations d'habitudes sur ces usages-là. Et puis, tout l'élément, le plus grand frein d'aborder la question de gestion des écrans avec les parents, bien, on a eu un impact très positif sur la communication parents-enfants, sur le dialogue qui s'est établi, fait que diminution des tensions et des conflits. Puis, tu sais, il y en a même qui ont dit on a développé une culture du numérique commune. Ça, pour moi, ça a été comme l'élément le plus fort dans les feedbacks, dans la rétroaction qu'on a reçue des participants. Ça, c'est génial. On comprend mieux l'usage de nos enfants. On a déterminé ensemble quels allaient être les usages qu'on s'accordait en famille parce que on s'est observé, on a pris un espace-temps pour en parler, puis voici ce qu'on en fait maintenant. Là, j'ai envie de te poser la question qui me vient. Moi, je trouve ça incroyable, mais c'est un travail qui a été fait avec une petite gang sur une longue période. Tu avais une équipe de chercheurs avec toi. C'est fantastique, là. Ça a été le plus beau projet de ma carrière, j'ai envie de dire.
Hey, mais c'est bien cool, ça. C'est hot, hein? Mais là, qu'est-ce qu'on fait après? Ouais. Une fois qu'on sait ça, là, fois qu'on puis sait que... Mais, tu sais, parce qu'on ne pourra pas prendre toutes les familles 10 à la fois avec une puis gang j'ai un qui s'occupe d'eux espace-temps autres. aussi Puis, limité. fait que là, comment on fait ça? Est-ce que la suite, c'est d'aller donner des conférences aux parents? Est-ce que la suite... Comment on fait pour aider les parents à bénéficier de ce que vous autres, vous avez compris là-dedans, puis que ça puisse avancer? Parce que là, les gens qui nous écoutent, là, moi, les gens qui écoutent mon balado, d'habitude, c'est des profs, c'est des directeurs, c'est des conseillers pédagogiques, des TES, des orthopédagogues. Ce monde-là, là, s'ils veulent se mettre là-dedans, puis faire en sorte que on puisse aider les familles à s'organiser à partir de ce que tu nous dis, puis des recherches que vous avez faites. Comment on fait ça? C'est quoi la suite? Bien, avec la clinique Mana, ce qu'on est en train de planifier, c'est déjà, puis j'en donne déjà, là, des conférences pour les parents. Mais la suite, finalement, du programme d'accompagnement, c'est de le rendre encore plus accessible à travers un programme en ligne. Donc, mon mois d'avril va être consacré au tournage de capsules d'enseignement, finalement, de chacune des phases, mais tu sais, aussi un peu plus décortiqué parce que là, j'aurai pas les familles avec moi. Mais ce qu'on va construire, dans le fond, c'est un programme auquel, dans le fond, les écoles ou les parents individuellement vont pouvoir s'inscrire. Ça pourrait être aussi la continuité d'un lancement d'une conférence. Fait que moi, j'ai vraiment à cœur l'intention de créer un mouvement où on va agir collectivement pour des saines habitudes de vie à l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle. Donc, ce que je souhaite, c'est un démarrage ensemble par une conférence, un moment ensemble, école, famille, et une continuité dans le temps pour guider vers une transformation des habitudes. C'est super. Écoute, moi, je trouve ça vraiment génial là, d'entendre ça, puis de voir qu'il y a une suite et que là, ben, t'as comme les deux mains dedans. Je suis content qu'on en parle aujourd'hui, c'est génial. Parce que tu arrives là. Ça veut dire qu'il faut qu'on se reparle. Parce que quand la suite va être prête, il faut que tu me fasses signe pour qu'on fasse un suivi puis qu'on puisse dire à tout le monde, OK, ben c'est là, allez le chercher, voici comment ça marche. Avec grand plaisir, Marc, ça sera un très grand plaisir, même un honneur de te retrouver pour t'en reparler. C'est merveilleux, Stéphanie. Tu es très gentille d'avoir pris du temps parce que je sais qu'à la COPS, là, vous êtes occupés. On est du monde, ça salon. gaule, là. Alors, amuse-toi bien, profite bien de la suite de la COPS, brasse tes maracas en masse et, écoute, merci encore. Merci à toi, bravo pour ce que vous faites. Merci, bye-bye.